J'ai toujours détesté les États-Unis. Je les ai toujours aimés, je sais plus. En fait, comme la majorité des êtres humains qui habitent cette planète, j'ai grandi avec leurs images, leurs films, leurs fringues, leur musique, leur bouffe. C'était de partout, dans chaque écran, dans chaque pub, dans chacun de mes rêves d'ado. Rêves d'ado d'ailleurs qui se résumaient globalement à être le capitaine d'une équipe de football américain, être archi populaire pour gérer la crush de mon lycée et l'amener dans un bal en fin d'année. Spoiler, j'étais pas le capitaine de mon équipe, ma crush voulait pas de moi, et il y avait même pas de bal de fin d'année dans mon lycée. Et un jour, alors que j'avais très exactement 6 ans et que je regardais Spider-Man sur la chaîne de télévision suisse, le dessin animé s'arrête subitement. On était le 11 septembre 2001 et non seulement je voyais plus Spider-Man s'accrocher au building, mais en plus, le building, il venait de se faire exploser par un Boeing 767. Et Peter Parker n'était pas là pour sauver les gens qui, dans un élan de désespoir, sautaient des tours. J'étais dégoûté que le dessin animé se soit arrêté. Et après, j'ai vu mes parents un peu choqués, j'ai compris. Les États-Unis, c'était à la fois la promesse et la menace, le modèle et le bourreau. Un pays qui fascine autant qu'il écrase. Mais là, les États-Unis venaient de se faire toucher dans leur ego, à un niveau tel que le monde, depuis ce jour, n'a plus jamais été le même. En 2017, l'ouragan Maria va dévaster Puerto Rico. C'est un choc. Toute l'île est au point mort, près de 3000 morts. Alors, si le 11 septembre a été le moment où l'Amérique a découvert sa propre vulnérabilité, l'ouragan Maria a été celui où Puerto Rico a découvert qu'elle ne comptait pas. Deux tragédies, l'une naturelle, l'autre politique, mais deux réponses radicalement différentes. D'un côté, des milliards débloqués, une nation entière mobilisée pour soigner l'ego blessé des États-Unis, et de l'autre, une île laissée dans le noir, des milliers de morts ignorés, et un président qui, au lieu d'aider les gens, lançait des rouleaux de sopalin comme on jette des fleurs sur des tombes, en minimisant en plus à plusieurs reprises le nombre de morts. Mais bon, Maria a quand même amené une certitude. Aux yeux des États-Unis, Puerto Rico ne mérite même pas d'être pleuré. Et cette différence est aussi brutale qu'injuste. Mais bon, l'histoire s'est construite en vrai sur des inégalités. Et si certains sont immensément riches dans ce monde, c'est forcément que d'autres ont été exploités. Si un empire veut être puissant, il le sera toujours au détriment des plus faibles. Mais sur cette magnifique île de Puerto Rico, il y a un gamin du nom de Benito qui est en train de passer des articles à la caisse pour payer ses études en communication. Il le sait pas encore, mais dans 10 ans, il sera au sommet de l'industrie musicale mondiale. Et surtout, il va redorer l'image de toute une île et de tout un peuple. Et son album Debí tirar más fotos, ça n'a pas été qu'un succès commercial. Et même si ces derniers temps, on a tabassé le sujet, on a parlé de ses prises de position, on a décortiqué les références, mais globalement, en profondeur, tout ça, qu'est-ce que ça dit vraiment? Fierté collective, population opprimée qui refuse de s'effacer. Comment Bad Bunny a fait de son album une titanesque arme anti-impérialiste pour transformer un territoire qu'on traitait comme une dépendance et l'a mis au centre du monde le temps d'un album. Artist in the world. And guess what? We're going to see him host Saturday Night Live next weekend. So we can't wait to see you, Bad Bunny. Welcome back. We're hanging out with my co-host, Bad Bunny. We are also praying for the people of Puerto Rico. L'île, en proie aux inondations, déplore au moins 13 morts sur les 33 victimes recensées ces jours dans les Caraïbes. We love Puerto Rico. Trump has said some not so nice things about Puerto Rico over the past week, including a tweet. He said the Puerto Ricans want everything to be done for them. 2975 personnes auraient péri dans les 6 mois suivant la catastrophe. Americans. Mira, puñeta, no me quiten el Salut les gars, alors je vous prends quelques secondes avant de commencer pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par personne parce que depuis peu les marques veulent plus trop sponsor le contenu musique et en particulier le contenu rap et aussi peut-être parce que ce que je fais est un peu trop politisé, du coup je vous mens pas, c'est un peu dur. Sachez que ce genre de format c'est près de 200 heures de taf et je perds clairement de l'argent, disons-le, parce que je fais pas des millions de vues et les formats courts sur TikTok et Insta c'est beaucoup plus rentable, mais j'ai trop d'amour pour les formats longs et j'ai pas envie de succomber à la iPad-kidisation des réseaux. Du coup si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai fait un Patreon, vous pouvez faire des dons directement dessus et en même temps moi ça m'évite de vous saouler avec des sponsors random. Donc si vous avez kiffé la vidéo à la fin, n'hésitez pas à soutenir, ça me permettra de faire plus de vidéos de ce type et voilà, je vous retiens pas plus longtemps, très bon visionnage, bisous.
J'ai eu la chance de connaître et de passer une partie de mon enfance avec ma grand-mère, mais aussi avec mon arrière-grand-mère, sa mère donc. Pour elle, j'étais sûrement l'un de ces 86 000 petits-enfants. Et étant donné qu'en Algérie, on a l'habitude de donner des surnoms aux gens et de ne les appeler que par celui-ci, mon arrière-grand-mère, à 15 ans, elle avait brûlé des madeleines au four, et tout le monde, du coup, l'a surnommée Madeleine. À tel point que je me souviens même plus de son prénom, et je crois que c'est pas grave. Pour moi, c'était Mima Madeleine. Elle chantait, elle dansait, et surtout le soir, on s'asseyait autour d'elle. Elle avait une infinité d'anecdotes sur la guerre d'Algérie, comme quand elle apportait des mitrailleuses FM24 à son mari qui faisait partie de la résistance. Et en l'écoutant, je me disais toujours un truc. C'est étrange parce qu'on ne peut qu'imaginer ce qu'elle raconte. Pas de photos, y a pas de vidéos, rien. Ses souvenirs existaient uniquement à travers elle. Et le jour où elle est partie, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ses souvenirs, ils sont partis avec elle. Et que je pourrais jamais raconter ses souvenirs à mes enfants. Je pourrais juste raconter mes souvenirs d'elle en train de me raconter ses souvenirs. Alors, je me demande, est-ce que c'est vraiment important de garder une trace matérielle d'un souvenir qui, par définition, est immatériel? Est-ce que vraiment ça sert de bouclier contre l'oubli? Et en quoi ça peut être éminemment politique? C'est exactement le fil que Bad Bunny va tirer dans son album quand il chante pour son île natale de Puerto Rico dans Debí tirar más fotos. Et alors je préfère vous prévenir, c'est pas une vidéo qui va raconter sa vie dans les détails de manière chronologique. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Toutefois, si vous connaissez peu ou pas du tout Bad Bunny, laissez-moi vous résumer sa success story en 2 minutes chrono. Tout commence à Vega Baja, né en 1994, père chauffeur routier, mère institutrice, classe moyenne, un schéma plutôt classique. Église tous les dimanches, il chante dans la chorale, il écoute du reggaeton en cachette pendant que sa mère préfère la salsa et les balades romantiques. À l'école, il est discret, un peu dans son monde, il écrit, il improvise, il regarde des clips sur YouTube, c'est un truc qui va l'inspirer. Adolescent, il commence à enregistrer avec un micro de fortune, jusqu'à cette date, 2015, où il est étudiant en communication audiovisuelle, il bosse en caisse dans un supermarché à San Juan, et entre deux shifts, il poste des morceaux sur SoundCloud. Le morceau d'Iles commence à circuler, les écoutes montent vite, très vite même. Waouh, ça monte archi vite, wesh. Des producteurs influents tombent dessus, signature, il quitte la caisse. 2016, Soy Peor devient un hymne générationnel, les clubs le passent en boucle, l'Amérique latine le valide, les streams explosent, les premières grosses scènes arrivent, c'est le chouchou New Wave de l'Amérique latine. 2017, il apparaît sur I Like It avec Cardi B, son que j'ai toujours trouvé particulièrement atroce, mais vas-y c'est pas grave, mon avis n'a absolument aucune importance ici vu que ça devient numéro 1 au Billboard Hot 100. Le marché états-unien est conquis. La même année, il sort X Siempre, multiplatine, tournée internationale, les salles sont de plus en plus grandes. Wow. 2018, album commun avec J Balvin, l'une des légendes du reggaeton avec Daddy Yankee. Les charts latinos sont verrouillés, Bad Bunny ne laisse pas une miette. 2019, l'album YHLQMDLG entre au numéro 2 du Billboard 200, record pour un album en espagnol. Quelques mois plus tard, El Último Tour del Mundo devient le premier album 100% espagnol numéro 1 du Billboard 200. Spotify le nomme artiste le plus streamé du monde en 2020, puis en 2021, et puis allez vous me rajoutez 2022 s'il vous plaît, Benito il aime pas les chiffres pairs. 3 années consécutives numéro 1 mondial, des milliards de streams par an, des dizaines de milliards cumulés. 2022, nouvel album, Un Verano Sin Ti, plus grand lancement streaming de l'année, Spotify tremble, il a 2 doigts de faire sauter leur serveur. Album le plus streamé au monde toujours. Tournée mondiale, stade plein sur plusieurs continents, recettes à plusieurs centaines de milliers de dollars, des milliers d'emplois mobilisés à chaque date, hôtel plein, équipe technique gigantesque à lui seul, il active des économies entières. Gagnant des Grammy Awards, des Latin Grammy Awards aussi, des Billboard Awards et des American Music Awards. Bref, c'est un truc qui a un lien avec la musique et qui contient le mot award dedans, c'est pour Bad Bunny. À côté de ça, il devient catcheur, il monte sur le ring à WrestleMania, la ligue de catch devant des dizaines de milliers de personnes parce que le catch c'est archi ancré dans la culture latino. Mais en plus, il joue au cinéma aussi, il fait des défilés de luxe, il fait la une des plus grands magazines internationaux, Forbes le classe parmi les artistes les mieux payés de la planète, il fait une campagne de pub pour Calvin Klein où il pose en slip et met la moitié de la planète en période d'ovulation. Et c'est tout, dans les grandes lignes. Si je suis honnête avec vous, pour moi, Puerto Rico, c'était des belles plages, 2-3 tubes latinos, Ricky Martin et un peu de soleil. Et ce regard que j'avais, en vrai, c'est forcément le regard qu'on a quand on se contente des lunettes très USA. Et Bad Bunny, en fait, il va venir donner son regard, un regard nouveau et surtout un regard de concerné. Mais il va surtout raconter l'histoire de son île, une histoire qui peut se résumer par un mot, la Hagara. Le mot Hagara en arabe se traduit par agression, mais il se limite pas juste à la violence physique, Il y a une notion d'injustice morale dans le mot. C'est un mot qui parle de l'injustice subie, de l'exploitation d'un rapport de force entre deux entités. Et la Hagara, c'est clairement ce que ressent quand un peuple est humilié, effacé, nié, sans même qu'on prenne la peine de lui demander son avis. Un mot entre colère et résignation, entre blessure et dignité. Ce que vit la Palestine, c'est clairement une Hagara. Ce qu'endure le Congo, c'est une Hagara. L'ingérence occidentale dans le pays africain, c'est encore de la Hagara. Et
une des plus grosses hagras que le continent américain ait connue. C'est un truc qui s'appelle la doctrine Monroe. Un principe posé en 1823 par le président James Monroe qui officiellement disait l'Europe s'il vous plaît, vous arrêtez de coloniser les Amériques, ok? Sur le papier, c'est cool, en vrai, c'est même gentil. C'est une manière de protéger les jeunes nations latino-américaines des vieilles puissances européennes, merci. Merci, grand frère USA. Sauf qu'en réalité, ça signifiait surtout l'Amérique aux Américains. Quand Washington dit Amérique, ça veut dire nous, en fait. Alors, oui, je sais, ça sonne un peu bizarre de dire états-unien, mais je vais quand même rappeler un truc, c'est quand même zinzin que le pays le plus fort du continent, sous prétexte qu'il était plus fort, il s'est littéralement approprier le nom du continent, genre c'est nous l'Amérique. Désolé, moi ça me give un peu la même vibe que le cousin Dudley dans Harry Potter. Au fil du temps, cette doctrine est devenue un prétexte, un cadre idéologique pour intervenir partout, militairement, économiquement, politiquement, du Mexique à l'Amérique centrale, des Caraïbes à l'Amérique du Sud, coup d'état, occupation, protectorat, base militaire, dette organisée, dépendance construite. Et le truc le plus fort avec la doctrine Monroe, c'est que ça dit jamais clairement on va vous dominer. Ça parle de stabilité, de sécurité, d'ordre régional. En fait, c'est toujours au nom de quelque chose de plus grand, de plus noble, et avec toujours en fond cette espèce de mission civilisatrice qui veut pas quitter l'Occident, les gars, ça y est. Mais dans les faits, ça a installé une hiérarchie au centre, Washington, et autour des pays considérés comme l'arrière-cour. Voilà, c'est simple. D'ailleurs, tout récemment, Trump a attaqué le Venezuela et capturé le président en brandissant la logique Monroe. C'est donc là qu'on voit que les questions de colonisation, quand on était enfant, on les étudiait comme une espèce de chapitre fermé, un truc du XXe siècle avec des bateaux en bois et des cartes toutes jaunes, alors qu'en réalité, ça n'a jamais vraiment disparu, c'est devenu plus subtil, et le virus s'est adapté à la modernité. On parle pas forcément de colonies, on parle de territoires d'outre-mer, de protectorat, de zones stratégiques, d'accords de défense, d'aide au développement, monsieur, de plans d'ajustement structurel. Bref, le vocabulaire est plus propre, les mécanismes, eux, restent parfois très proches de la colonisation. C'est toujours une question de contrôle, de qui décide, de qui possède et de qui profite. Donc évidemment, je pense à Mayotte avec la France, territoire géographiquement africain, politiquement français, économiquement dépendant, où les questions migratoires, sociales et sécuritaires montrent bien que c'est pas juste dans une intégration harmonieuse. Il y a clairement un déséquilibre historique qui continue de produire des tensions. Je pense aussi à la Nouvelle-Calédonie où la question de l'indépendance revient régulièrement parce que derrière le mot collectivité, il y a une histoire coloniale, des ressources, du nickel et un rapport de force qui date pas d'aujourd'hui. Et évidemment, je pense à Puerto Rico, souvent abrégé en PR ou P. Puerto Rico, à la base, c'est une île espagnole. Enfin, espagnole sur le papier, parce qu'en vrai, dès 1493, Christophe Colomb débarque, vu qu'il a découvert l'Amérique, à ce qui paraît, je crois. Et là, il se dit, waouh, cette île, elle a un port et elle est riche en ressources naturelles. On va l'appeler port riche, et tout s'enchaîne. Massacre, conversion forcée, esclavage. Pendant 4 siècles, l'Espagne gère le business. Sucre, rhum, plantation, soldats. Et puis en 1898, les États-Unis entrent en scène. Ils sortent vainqueurs de la Big Guerre hispano-américaine, et dans le lot du butin, il récupère Cuba, Guam, les Philippines et Puerto Rico. Et à partir de là, Puerto Rico devient une colonie moderne, un ensemble sous contrôle, mais avec un vernis légal, des drapeaux, des élections sans pouvoir réel. En fait, les portoricains ont un passeport états-unien, mais ils peuvent pas voter pour le président. Ils payent des impôts, mais ils ont aucune voix au Congrès. Ils envoient leurs jeunes se battre dans les guerres américaines, mais Washington décide de tout sur l'île, le budget, les lois et bref, l'avenir de l'île. Au XXe siècle, les États-Unis lancent ce qu'ils appellent Operation Bootstrap, un nom archi stylé qui ressemble un peu au Buster Call dans One Piece, ce qui en général n'est pas très bon signe. En gros, c'est un plan pour moderniser l'île. Par là, faut comprendre, l'ouvrir à leur industrie et à leur capital. On remplace les champs de canne par des usines de textile et d'électronique. En plus, la main d'œuvre est moins chère, c'est trop stylé. On vend l'île comme une zone franche, paradis fiscal pour les milliardaires, laboratoire à ciel ouvert. Sur le papier, ça brille, croissance, emploi, développement, ça génère de l'argent. C'est génial. Wow, ça va, on vous dérange pas trop les États-Unis là? Cette opération, si dans la tête des États-Unis c'est un truc cool, en vrai ça détruit l'agriculture locale, ça enrichit les multinationales et ça pousse surtout des centaines de milliers de portoricains à migrer vers les États-Unis, en particulier à New York. Et c'est comme ça que naît la diaspora portoricaine du Bronx, un peu entre fierté et déracinement. Donc là, mettez-vous à la place d'un portoricain pour capter un peu l'ampleur du délire. On colonise ton île, on en fait un terrain de jeu pour des gens riches, on détruit les plantations et le travail local.
international, ce qui fait que t'as plus de taf, donc tu fuis vers les États-Unis avec ton passeport America, parce que t'es pas vraiment un migrant. T'atterris quand même dans les quartiers délabrés de New York, tu travailles pour $10 de l'heure dans le bâtiment, et quand tu rentres, tellement fatigué de ta journée que même Karl Marx se retourne dans sa tombe, pareil pour ta femme, vous allumez la télé et vous voyez la police des frontières tabasser un latino qui a rien demandé, et les partis conservateurs vous traitez d'animaux. Et pendant que les autochtones quittent l'île, les plages, elles, à Puerto Rico, elles se remplissent. Investisseurs, hôtels, Airbnb, tourisme de luxe, les mêmes forces qui colonisaient hier à coups de sabre, aujourd'hui en fait ils colonisent à coups de crédit et de plans de relance. Aujourd'hui encore, Puerto Rico vit sous la tutelle d'un organisme appelé la Fiscal Oversight Board, un genre de conseil nommé par Washington qui gère les finances locales comme s'il s'agissait d'une entreprise en faillite. En fait, l'île n'a plus du tout la main sur son propre argent, pas besoin d'envahir militairement une région quand en fait tu contrôles les budgets. Et donc, Puerto Rico c'est aussi ça, avec des centaines de gens fortunés qui viennent profiter de l'île et zéro souveraineté pour les autochtones. Un pays sous perfusion condamné à ressembler à son maître pour survivre. Donc voilà, Bad Bunny c'est tout ça. Et quand je dis tout ça, c'est ce contraste complètement fou entre être le numéro 1 mondial, être adulé partout, remplir des stades sur plusieurs continents, empiler les records, peser des centaines de millions dans l'industrie de la musique, et en même temps venir d'un territoire qui traverse des crises profondes, économiques, politiques, sociales, et qui a une histoire assez folle en vrai. Parce que pendant que lui, il est en train de dominer les charts, que l'espagnol devient mainstream à l'échelle planétaire, entre autres grâce à lui, sur son île, la réalité, elle disparaît pas, elle s'efface pas parce que Benito est en train de devenir une star. Mais comme je le disais avant, Puerto Rico, il l'a toujours porté avec lui dans son cœur, dans ses paroles, dans ses interviews, dans ses choix artistiques, dans le fait de chanter en espagnol alors que toute l'industrie te pousse vers l'anglais. On a l'exemple avec Ricky Martin et Shakira, dans le fait aussi de revendiquer d'où il vient à chaque scène internationale. Ça, il l'a toujours fait, et cet amour inconditionnel, et j'insiste vraiment sur le mot inconditionnel, tellement c'est fort chez lui, pour sa culture, son île, ses habitants, il ne l'a jamais lâché, parce qu'il sait très bien que tout ce qu'il est devenu aujourd'hui, chaque opportunité, chaque succès, chaque salle remplie, ça vient de là. Il doit quand même quelque chose à Puerto Rico. Après l'ouragan Maria en 2017, alors que sa carrière est en train d'exploser à l'international, il met sa tournée sur pause pour rentrer. Il ne se voyait pas performer pendant que son île comptait les morts. Bref, tout ce qui est lié au succès, c'est matériel. Mais ses souvenirs, son île, les paysages où il a grandi, sa langue, ça, c'est quelque chose qui est immatériel. Et c'est pour ça qu'il aime autant son île. D'ailleurs, il l'aime tellement qu'il racontera qu'à 12 ans, sa mère lui avait fait une surprise. Elle lui prend un billet pour aller aux États-Unis. Et en fait, il se met à pleurer. Et vous savez pourquoi ? Parce que la simple idée de quitter son île le rendait terriblement triste. Certaines personnes rêvent de quitter leur pays quand ils subissent des injustices. Benito, lui, son île, il va la rendre impossible à ignorer. Estar en la playa, sentarse un momento y simplemente respirar. Lo disfruto mucho y a veces digo, diablo, cabrón, no me quiero ir de aquí. No me quiero ir de aquí. Mi amor, es un deseo lo que tenía, no es un adiós. Mi fantasía, poder tenerte no es una opción. Eres tan fría, me pone loco mi maldición. Y ya no podría, no sé lo que siente, que esté conmigo ahora, que esté conmigo ahora. Y ya no podía, no sé lo que siente, que esté conmigo ahora. No sé si me miente, lo que me encantaría poder pedirte un beso. Que esté conmigo ahora, lo que me encantaría poder pedirte un beso. Y después de esta Avant de parler de Déby Tierra Más Fotos, comme je l'ai dit, je vais pas revenir sur toute sa carrière. Néanmoins, je voudrais rajouter un truc. Si Déby Tierra Más Fotos a beaucoup fait parler, notamment en raison de toutes les prises de position politique qu'il y a eu autour, il serait faux de penser que Bad Bunny s'est découvert un activisme à ce moment-là de sa carrière. Alors, certes, il a roulé sur la musique mainstream pendant une
bonne décennie, mais à côté de ça, il a aussi été présent dans les mobilisations à Porto Rico après l'ouragan Maria en 2017 et surtout lors des grandes manifestations de 2019 contre le gouverneur Ricardo Rossello. En rendu hommage à Alexa Negron Luciano, femme trans assassinée à Porto Rico, au Billboard Music Award, il dénonce la violence machiste et les crimes contre les personnes trans, quand bien même il sait que ça peut lui coûter une partie de son public, un peu plus conservateur, mais il le fait quand même. Porter des robes, du vernis, casser les codes virilistes hyper ancrés dans le reggaeton latino, dénoncer publiquement la gestion coloniale de Puerto Rico par les États-Unis, notamment sur la question de la dette et du statut politique de l'île, mis en avant l'identité portoricaine dans des clips et des performances bien devant des TMF, que ce soit dans les visuels, les références culturelles ou les choix de la langue, soutenu les causes féministes en Amérique latine en relayant des mobilisations contre les féminicides, interpellé des responsables politiques sur les réseaux quand des décisions touchaient directement la population de l'île. Donc l'album est loin d'être un virage, mais c'est plutôt une continuité. Ce qui va changer, c'est l'ampleur et l'intensité avec lequel il va le faire. Le message est plus frontal et assumé, moins dilué dans le divertissement. C'est donc le 5 janvier 2025 que Bad Bunny sort ce qu'il décrit lui-même comme de loin le projet le plus important de toute sa carrière et de sa vie, sous le label portoricain Rimas Entertainment, Debí tirar más fotos. Et wow, quel album! Non mais vraiment, hein, désolé, depuis tout à l'heure, je raconte l'histoire de Puerto Rico et tout, et je parle pas de musique tant que ça, parce que c'est une chaîne de musique, je le rappelle. Mais quel album, pour moi, c'est clairement un classique de la décennie et de la musique moderne. Je vous avoue que Bad Bunny, moi j'ai plutôt toujours kiffé, mais je m'étais jamais pris un album dans son entièreté, même son dernier album qui est très très cool, c'était pas à ce niveau-là. Et l'Amérique latine, il y a vraiment ce truc qu'on peut pas leur enlever, c'est cet amour presque religieux pour la musique. Cuba, le Brésil, le Mexique, c'est clairement le genre de pays, si j'y vais, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de me poser dans un bar au soleil et écouter de la musique, aller voir les chorales chanter, les conjuntos, les comparsas, les carnavals, il y a de la musique de partout. Mon entrée, ça a été quand j'étais ado et que j'étais tombé sur un album, celui de Buena Vista Social Club, et moi dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai déniché une pépite de fou que seul moi connaissais, vu que j'avais pas tant de latinos que ça dans mon entourage. Sauf que plus tard, en parlant à un ami à moi espagnol, j'apprends que en fait c'est l'album le plus colossal de l'histoire de la musique latine. Je pourrais même pas vous donner un équivalent en Europe tellement c'est ancré dans la culture latino, et vraiment, ce projet m'a traumatisé. La corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? À partir de là, je découvre la salsa, des artistes comme Victor Manuel avec Apiádate de mí. Apiádate de mí, no seas así, cualquiera puede cometer. Ou encore la légende Héctor Lavoe avec ses arrangements dignes des plus grands moments de la musique. Et vraiment, je suis pas du tout dans l'abus, ceux qui écoutent savent. Je vous conseille vraiment d'écouter le morceau El Cantante. J'ai failli chialer la première fois en l'écoutant. Le morceau dure 10 minutes, dont la moitié c'est juste instrumental. C'est vraiment un bijou de musique, tout genre confondu. Y el público paga para poderme escuchar. Bref, à ce moment-là, je nage dans un océan de classiques et très certainement j'écoutais des évidences pour certains, mais mes parents sont pas latinos donc je découvre clairement. Et à côté de ça, je me prends d'amour pour la bossa nova au Brésil, le dembo aussi. Puis moi qui kiffais le rap, je capte aussi très vite que le reggaeton c'est clairement son cousin le plus proche, sans parler de la baile funk qui est en train de rendre fou tout le monde depuis des années au Brésil. Bref, la richesse musicale de ce continent, c'est juste fou. Vraiment, quand je dis que l'Amérique latine transpire la musique, c'est pas une formule un peu exotique. Là-bas, la musique, elle vit pas dans les playlists, elle vit dans les rues, dans les fêtes de quartier, dans les carnavals qui mobilisent des villes entières. Il y a des écoles de samba de partout qui répètent toute l'année au Brésil, des orchestres de salsa à Cali, dans les corridos mexicains qui racontent l'actualité comme un journal, mais sauf que eux ils le chantent, dans le reggaeton né dans les quartiers de Puerto Rico avant de devenir la bande son du monde. Et en fait c'est un continent où les dictatures ont censuré des chanteurs parce que les chansons pouvaient devenir un mouvement, parce que la musique elle transcende vraiment tout le monde là-bas, ou des artistes comme Caetano Veloso ont transformé un courant musical en acte politique. On peut aussi citer Calle 13 qui a beaucoup influencé Benito, et c'est précisément dans ce terreau-là qu'un album comme celui de Bad Bunny prend tout son sens. DTMF, musicalement, c'est clairement le fruit de siècles de cette culture musicale et de cette tradition. On retrouve dans ses productions un peu de tout. Du dembo, du groove caribéen, des percussions afro-portoricaines, le flow du hip-hop et de la trap, parce que oui, il faut quand même le rappeler, je l'ai pas dit dans la vidéo, on rappelle que Bad Bunny, à la base, c'est un mec qui fait de la trap. Rien que l'intro de l'album, Nueva York, c'est un clin d'œil à la diaspora portoricaine et surtout à la bomba, un genre ancien de l'île qu'on retrouve un peu partout dans les Caraïbes,
accessible et qui est archi intéressant. La bomba, c'est né à Puerto Rico dans les communautés afrodescendantes à l'époque de l'esclavage. C'était une musique de résistance et de rassemblement. Les esclaves africains y ont transposé leur rythme, leur chant et leur danse pour créer un genre de langage codé de liberté et de défi face à l'oppression. Les tambours, ça raconte une histoire et en fait ça répond au mouvement du danseur, ce qui est assez caractéristique. Habituellement, c'est le danseur qui s'adapte à la musique, là c'est l'inverse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, intégrer des percussions de bomba dans un morceau moderne, comme le fait Bad Bunny sur l'intro, ça dépasse les considérations artistiques ou esthétiques. C'est vraiment pour dire, je n'oublie personne, toutes les pièces du puzzle de mon île qui ont constitué mon histoire, mon identité, elles sont là. Et c'est un hommage aux racines, à la résilience de son peuple, et une manière de rappeler que la culture portoricaine est née dans la lutte, vraiment dans son ADN, et elle continue de s'affirmer malgré les oppressions contemporaines. Évidemment, on y retrouve de la salsa avec Baile Inolvidable qui pour moi devrait rentrer dans le top 100 des meilleurs morceaux de tous les temps. Je vais pas m'étaler parce que sinon je parlerai trop longtemps de ce son. Una boca quiere enseñarte. En la noche ya ni puedo dormir. Lo que hago es soñarte. No te puedo olvidar. No te puedo borrar. Et en vrai, je pourrais parler très longtemps de chaque track qui sont vraiment à chaque fois une ode à la musique latino. Évidemment, il y a du reggaeton aussi avec des morceaux comme EO qui est un banger absolu et qui en plus a la particularité de changer de gamme en passant de majeur à mineur dans le même son, ce qui le fait passer de son super dansant et club, un truc un peu en redescente de MDMA. C'est particulier parce que même sur des morceaux comme ça, il arrive à me toucher. Sans oublier le morceau Turista, qui est sûrement le titre le plus touchant du projet, dans lequel il parle d'une relation passée avec une femme qui n'a été qu'une touriste pour son cœur. Un morceau sur les relations qui ne durent qu'un été. Alors, il y a un double sens évident, mais j'ai toujours trouvé ça smart comme angle, parce que forcément, les amourettes d'été, c'est un concept connu sous le nom de Summer Love, et c'est un truc particulier, je trouve. C'est souvent archi intense, parce que t'es BG, t'es bronzé l'été, t'as zéro anxiété, et la personne en face, c'est pareil. Sauf que, bien souvent, quand vous vous revoyez, c'est un peu bizarre, parce que c'est plus du tout la même chose. Et Benito, il incarne parfaitement la personnification de son île. Et waouh, j'ai dit personnification, j'ai l'impression de faire une rédaction en cours de français, face à une touriste qui viendrait prendre que ce qu'elle veut de Benito. C'est quasiment un morceau sur la fétichisation, sans vouloir trop abuser. Et donc absolument tout est transposable à l'île de Puerto Rico. Tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Y no te tocó a ti curarla, viniste a pasarla bien. Bref, l'album c'est une mine d'or d'écriture, de références musicales, de sous-entendus, d'arrangements dignes des plus grands albums de salsa ou de merengue, le tout avec des textures super modernes et un mixage digne du dernier album de Daft Punk. D'ailleurs, faut savoir un truc, et c'est de loin d'être une généralité, mais vous voyez ces commentaires YouTube très élitistes que laissent les boomers nostalgiques en France sous des morceaux de Oxmo Puccino, genre ça au moins c'est pas du Jul ou du PNL de merde là. Et en fait, alors que j'étais en train de diguer de la salsa en écoutant un morceau de Hector Lavoe, je tombe sur un commentaire qui dit n'importe quel artiste de reggaeton fait pas le figure à côté de ce grand artiste qui est Hector. Et il y a des gens qui vont confirmer ce qu'il dit, etc. Et en fait, je trouvais ça super beau des BT Almas Photo, parce que finalement, même les vieux petits aigris qui se sont jamais pris la vibe du reggaeton parce que trop vieux, pas assez élitiste pour eux ou quoi, finalement, en écoutant l'album de Bad Bunny, déjà, ils peuvent s'y retrouver, mais peut-être que finalement, ça les a réconciliés avec le reggaeton. Et ça, ça donne un côté archi unificateur et fédérateur à l'album, parce que parler de reggaeton, c'est pas juste parler de fêtes et de clubs et de twerk, c'est aussi raconter une histoire d'une île qui a toujours su se battre pour exister culturellement et politiquement, et c'est vraiment là, à ce moment précis pour moi, que Debiti Almas Photos dépasse la musique pour devenir un vrai manifeste politique. Alors oui, le succès de DTMF est immédiat, l'album se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, Spotify choqué des streams, bref, vous connaissez, rapidement, les sons comme DTMF atteignent un niveau de viralité sur TikTok que j'avais jamais vu, et le morceau fait chialer la terre entière, enfin bref, si dans l'histoire de la musique, le mot représenté a déjà eu autant d'impact qu'à ce moment-là. J'aime souvent le dire, quand je parle d'album, mais dans l'ère du streaming, c'est devenu de plus en plus dur et forcément de moins en moins fréquent de défendre un album. L'album, c'est pas juste une suite de sons, ça raconte un truc, avant, pendant, après. Et ça, Bad Bunny, il l'a jamais fait mieux que sur ce projet, parce qu'il va faire un tas d'actions hyper importantes dans la continuité du propos de son album. Déjà, il va refuser concrètement de faire des concerts aux États-Unis tant que Puerto Rico n'a pas la reconnaissance et le soutien qu'il estime juste pour son île. Il prend position contre les expulsions et les pratiques de la ICE, dénonçant publiquement la manière dont les familles portoricaines et latino-américaines
américaines sont traitées, qui choisit de rester proche de San Juan, faisant sa résidence là-bas et donnant une visibilité directe à la ville et au quartier souvent ignoré par les médias internationaux. Il va participer à des actions caritatives et de soutien après des catastrophes naturelles, comme il l'a fait pour les victimes de l'ouragan Maria, et il va porter haut les couleurs de Puerto Rico dans ses clips, dans ses interviews, dans ses collaborations. Il va raconter l'histoire, les détails, la nostalgie, refusant donc de laisser Hollywood ou New York raconter l'image de son île à sa place. Concernant le titre de l'album, Debí tirar más fotos, comprenez j'aurais dû prendre plus de photos, il explique en interview qu'en grandissant, il s'est rendu compte qu'il avait presque aucune photo de certains moments importants de sa vie et de certaines personnes, de certains lieux qui ont disparu ou changé. Et plus il devient célèbre, plus il réalise que la mémoire collective fonctionne pareil. Si tu captures pas ce moment, si tu ne le racontes pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ou pire, personne ne le fera. Du coup, l'album devient une espèce de tentative de reconstitution de souvenirs, une photo sonore reconstituée après coup. Ce que je disais donc, c'est qu'au lieu d'annoncer une tournée classique aux États-Unis comme n'importe quel artiste, il va se concentrer vraiment sur ses dates à Puerto Rico, avec sa fameuse résidence à San Juan, transformant l'île en destination culturelle mondiale pendant plusieurs semaines. Les hôtels se remplissent, les commerces locaux tournent, l'économie respire un peu grâce à un album qui parle justement de mémoire et d'appartenance, et on évalue son impact direct sur l'économie à près de 200 millions de dollars et son impact indirect, certains calculs vont jusqu'à 700 millions de dollars, c'est colossal. Et pendant ce temps-là, zéro date annoncée aux États-Unis, qui est quand même un marché à ne pas négliger en termes de concerts quand tu veux générer de l'argent. Surtout au vu du succès de l'album et de toute la diaspora latino. Et ça, y a une raison, c'est que Bad Bunny, il va avoir peur que les personnes en situation irrégulière, très souvent des personnes latinos, de son public, en allant à ses concerts, il se fasse contrôler par la ICE. Bonjour, sergent McDouglas. Ici pour vous parler d'une institution qui protège ce grand pays contre le plus grand danger du 21e siècle. Je veux bien sûr parler des gens qui n'ont pas les papiers. La ICE, c'est pour Immigration and Custom Enforcement. Parce que rien ne dit plus liberté qu'un contrôle d'identité à 5h du matin. Nous ne faisons pas de discrimination. Nous appliquons simplement la loi. Parfois, la loi tombe surtout sur les mêmes personnes. Mais ça, c'est une coïncidence statistique. Notre mission, c'est de protéger le rêve américain. Certains disent qu'on crée un climat de peur. C'est faux. Nous créons un climat de vigilance patriotique proactive. Vous allez à un concert, profitez bien et gardez votre passeport à portée de main. On ne sait jamais, la liberté, ça se vérifie. Ice. Parce qu'un pays fort, c'est un pays qui contrôle. Surtout quand ça parle espagnol un peu trop fort. You know, Bad Bunny? Fuck him, fucking immigrants. Yeah. Fuck this shit. You know? Dans un contexte où l'US Immigration and Custom Enforcement multiplie les opérations d'arrestation dans certains quartiers latinos, où la peur des contrôles est redevenue un sujet quotidien dans plusieurs États, organiser de grandes dates sur le territoire américain, c'est aussi exposer une partie de son public à un risque réel. Sous l'ère Donald Trump, la politique migratoire était marquée par des raids, des séparations de familles, une rhétorique très dure. La ICE, on s'en rend pas compte en France, mais pour beaucoup de familles latino aux États-Unis, c'est un truc un peu fantomatique, des voitures banalisées, des descentes à l'aube, des voisins qui disparaissent du jour au lendemain. Certains parlent d'eux comme d'une police parallèle, d'autres comme un outil politique. Et dans tous les cas, ça crée vraiment un climat où sortir à un concert pour certaines personnes, ça devient vraiment un enjeu. C'est assez fou, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé que les gens qui ont parlé de Bad Bunny et donc qui ont évoqué le sujet de la ICE, je les ai trouvés un petit peu timides, parce que, disons-le, la ICE, c'est vraiment la Waffen-SS moderne. C'est vraiment une honte d'avoir ça dans son pays quand on se dit être une démocratie. Et il y en a qui vont dire, oui, t'exagères, tout de suite tu sors les grands mots. Le ministère de l'Intérieur des États-Unis a validé un spot promotionnel de la ICE sur le générique de Pokémon. Voilà, fin de la vanne, tweet envoyé. I wanna be the very best, like no one ever was. Pokemon, gotta catch 'em. It's you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend in a world we must defend. Et
je tiens à préciser que ce que vous venez de voir, c'est le vrai spot publicitaire du gouvernement. Et je n'ai rien ajouté, hein, c'est pas une parodie. Bon, Benito, tout ça, il le sait pertinemment et il agit en conséquence. Il sait que derrière les streams, il y a des statuts administratifs fragiles, des parents qui travaillent sans papier, des jeunes qui vivent cette réalité. Alors, l'après-album devient cohérent avec le projet lui-même. Si l'album parle de mémoire, d'identité, d'appartenance, faut forcément que les actes suivent. Au final, ce qui reste dans cette période, c'est pas juste une série de records Spotify, waouh, il a tout explosé, ou une cover iconique avec 2 chaises en plastique, devenue presque un symbole universel. C'est l'idée qu'un album, il peut encore créer un mouvement réel, déplacer l'intention et injecter de l'argent dans une île, je sais pas, ouvrir des discussions politiques, faire découvrir l'histoire d'un pays à plein de gens qui en avaient strictement rien à carrer avant, et rappeler qu'un territoire ne se résume pas que à une carte postale. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, en la tarde materia olvidada. Marco, why don't you come back to the Air Force? I've got influence now. I could work something out. Thanks for the offer, but I'd rather be a pig than a fascist. L'histoire de la musique est remplie d'albums engagés. De Bob Marley, en passant par Bob Dylan, ou encore Zombie de Fela Kuti. En Algérie, on a eu Mato Blueness, qui a fortement lutté pour l'affirmation d'une identité kabyle et émésir en Algérie, et qui d'ailleurs subira de nombreuses tentatives d'assassinat, jusqu'au jour où il ne survivra pas à l'une d'entre elles. Mais je me suis toujours demandé un truc. S'il me paraît évident que l'art, les films, les musiciens et leurs morceaux sont d'une grande importance pour alerter, éveiller les consciences, etc., c'est quoi leur limite? Et si je me pose cette question, en vrai, c'est parce que si évidemment toute cette histoire avec cet album et tout me met énormément de baume au cœur, j'ai quand même un léger inconfort. Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut vraiment être pleinement engagé et anti-système quand on est un produit du système? Mon souci avec la musique ultra engagée, c'est que pendant longtemps, soit elle dérangeait pas trop pour se faire adopter par les circuits mainstream, genre l'école du micro d'argent d'ailleurs, je trouve que c'est un bon exemple, ça dénonce, mais on reste dans des domaines communs, c'est mimi la dénonciation. Alors qu'un album comme Conviction suicidaire de Desporuti, c'est piquant, c'est trop verbeux, c'est débordant de violence pour que ce soit affectionné par les circuits classiques, et donc forcément boudé par des structures. Mais gardez au chaud cette réflexion, on y revient dans 5 minutes. Pour revenir à notre Benito national, l'histoire ne s'arrête pas là. Si la plupart des gens à sa place, après avoir à ce point tout fracassé, auraient très certainement mis le pied sur la pédale de frein, Benito, lui, va faire son move final. On est fin septembre 2025, tout le monde digère encore l'album et ses prises de position, quand Bad Bunny poste un tweet un peu teasing et presque anodin, en disant les gars, finalement je vais faire une date aux États-Unis. À ce moment-là, personne comprend trop ce que ça veut dire, trouvant ça presque bizarre. Et puis quelques heures plus tard, boum, c'est confirmé officiellement, Bad Bunny sera le headliner du Super Bowl Halftime Show le 8 février 2026 au Levi's Stadium à Santa Clara, Californie, le spectacle le plus regardé de la planète, le temps d'un dimanche soir. Le Super Bowl, c'est plus qu'un match de football américain, c'est le symbole culturel ultime des États-Unis. Avant 1993, la mi-temps, c'était un petit break avec des fanfares universitaires et des chorégraphies locales. Puis un jour, la NFL décide de claquer un big budget et hop, Michael putain de Jackson. L'histoire se souviendra de ce moment iconique où MJ débarque sur la scène du Super Bowl et tape la pause pendant 2 minutes, pendant que le public hurle d'hystérie. Probablement top 3 des moments aura-farming de toute l'histoire, vraiment. Marc qui a mis le feu aux poudres en passant de nombreux messages forts. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like busted on a beat, bro, deep boat in rap, he a freak though. Bref, c'est une date dans l'histoire de la pop culture, un moment où la symbolique américaine rencontre l'industrie du divertissement global. Donc si pour certains, Puerto Rico évoque les champs de canne à sucre, le reggaeton et les belles plages, pour l'Amérique continentale, le Super Bowl, c'est la matrice mainstream du football, du show, des pubs qui sont devenus cultes et qui ont marqué l'histoire de la télévision, des audiences astronomiques, de la bière, et donc monter sur cette scène, c'est être projeté dans le cœur de ce qui est perçu comme l'identité culturelle des USA par excellence.
excellence. Et pour un latino, il performait entièrement en espagnol, ça a de quoi affoler une partie du pays. Et alors il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qui est-ce qui décide de ça à la NFL, donc la Ligue de football américain. Il faut savoir qu'en 2019, la NFL s'est associée avec une boîte de production, Roc Nation, qui est tout simplement la boîte de production de Jay-Z. Et donc forcément, il a pesé dans la décision de choisir Bad Bunny pour se représenter pendant la mi-temps du Super Bowl. D'ailleurs, il était plutôt sûr de son choix, hein. Il a dit, vous inquiétez pas, laissez les haters parler, les gens l'adorent, ça va cartonner, et bon, il n'a pas eu tort. Forcément, ça ne passe pas inaperçu politiquement. Avant même le spectacle, Donald Trump annonce qu'il ne viendra pas, voilà, il boude, et qu'il trouve le choix terrible, et que ce show ne représente pas l'Amérique. I never heard of him. I don't know who he is. I don't know why they're doing it. It's like crazy. I think it's absolutely ridiculous. Des dizaines de commentateurs conservateurs vont alors pousser des cris de colère, affirmant que chanter presque essentiellement en espagnol à la mi-temps de l'événement le plus américain qui soit, c'est une insulte. Quelques groupes tentent même de monter une contre-soirée alternative, appelée le All American Halftime Show, avec des performances en ligne et des invités comme Kid Rock, qui fait de la country et qui est un artiste connu pour être un proche et soutien indéfectible de Donald Trump. Et désolé, je m'arrête une minute sur ça parce que je vous jure que j'ai, mais alors, chialé de rire. La soirée était en direct au même moment que la mi-temps du Super Bowl donc, et déjà le titre de la vidéo c'est le show de mi-temps 100% américain pour rivaliser avec le cirque woke de Bad Bunny au Super Bowl 2026. Et c'est pas une blague, c'est vraiment le titre. Genre même dans le titre, ils ont pas réussi à cacher leur seum, ça se voyait, ils en avaient gros sur la patate. Et comment vous dire que les scénaristes de South Park, en voyant ça, ils ont dû se sentir clairement au chômage, hein. Ils ont rien pu faire. Il y avait rien à caricaturer. Alors déjà avant le live, ils ont mis un décompte. On pouvait donc voir des spots promotionnels passer, allant de spots pour l'église protestante qui tape sur le drapeau LGBT qui apparemment pervertit la société, bouh, et puis ensuite un émouvant hommage à Charlie Kirk, petit ange parti trop tard. Et là, anecdote, en regardant la rediffusion, je dis à Hicham qui gère le montage de la vidéo, c'est un délire ce truc, genre il manquerait plus qu'il y ait un spot promo anti-avortement tellement c'est cliché. Et ben sachez que I know you never expected this. The voices and the anger are so loud. Ensuite, le spectacle s'ouvre sur l'hymne national en guitare électrique. Il y a du rock and roll et de la country bien ringard. Et rien contre le rock, je suis un immense fan de rock et je suis sûr qu'il y a de la très bonne country. Mais là, vraiment, désolé, c'est juste mauvais. You're back in the day, Palms Farm was a place to go. Load the truck up, hit the dirt road. We could jump the wire while I spread the word. I just wanna catch my fish, drive my truck, drink my beer, not wake up to all this stuff I don't wanna hear. Le premier chanteur débute en disant « Ça, c'est la vraie Amérique ». Il y a aussi beaucoup de guitares, genre vraiment beaucoup de guitares. Beaucoup de drapeaux aussi, hein, au cas où un mec s'était perdu et qu'il se demandait dans quel pays il avait atterri. Et puis un peu de violoncelle aussi pour montrer que nous on fait de la vraie musique. Et donc il y avait surtout beaucoup de blanc. Alors oui, je sais, j'ai dit le mot blanc, je sais pas trop ce qui s'est passé à la soirée, mais le leader de la soirée, ça devait être le Jarl de Rennes. Il fallait voir comment il n'y avait pas un seul atome de mélanine dans toute l'assemblée, alors que c'est quand même censé être un événement qui représente le pays, je sais pas. Bref, le genre de contre-soirée qui fait un peu pitié, hein, disons-le, parce qu'entre twerker sur du reggaeton, pleurer sur Lo que paso Hawaii et écouter Joseph Goebbels faire de la guitare électrique, je pense que j'étais du bon côté de la force. Parce que désolé, hein, mais les personnes issues de peuples opprimés savent mettre l'ambiance. Voilà, c'est prouvé scientifiquement. Et en même temps, c'est logique, c'est un peu tout ce qu'il leur restait. Bon, si vous le voulez bien, refermons la parenthèse South Park et revenons à notre mi-temps du Super Bowl islamo-latino-wokiste. Le show commence et c'est une véritable photographie qu'il met en place. Bad Bunny est l'un des premiers artistes solo latino à headliner le Super Bowl presque à 100% en espagnol. Et chaque élément est pensé, calibré avec une précision dingue pour être un hommage à ses racines, à la culture portoricaine, au rythme afro-caribéen. Il va faire ses meilleurs morceaux dans un plan séquence complètement fou où chaque détail est présent, des femmes en train de se faire les ongles, aux vieux en train de jouer au domino, en passant par les champs de canne à sucre, les poteaux électriques. Il a vraiment reproduit chez lui. Il clôt sa performance sur un message unanime en pleine célébration de son héritage et de sa communauté, tout en citant chacun des pays du continent américain, ce qui a tourné en boucle sur les réseaux et touché beaucoup de monde. Argentina, Uruguay, Paraguay, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Jamaica, Haití, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí.
Le show attire près de 128 millions de téléspectateurs aux États-Unis, ce qui en fait l'un des spectacles de mi-temps les plus regardés de l'histoire et bat des records d'audience sur des chaînes comme Telemundo, la chaîne espagnole, surtout historique pour une audience hispanophone. Évidemment, comme si l'album des Tiran Mas Photo n'avait pas assez battu de records, la chanson des TMF, qui culminait déjà dans les charts, atteint finalement à nouveau le numéro 1 du Billboard Hot 100 et les streams du catalogue de Bad Bunny vont à nouveau exploser littéralement après le show, surtout dans des pays européens comme l'Angleterre ou même la France qui se sont pris l'album, mais pas comme ça aurait dû. Genre l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté, mais je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de gens qui soit l'avaient pas écouté, soit même avaient une vague idée de qui était Bad Bunny. Benito, qui voulait donc éviter les États-Unis à cause de l'angoisse que son public y soit exposé à la violence institutionnelle, finit par faire du Super Bowl un moment où son message devient inévitablement une discussion mondiale, transcendant la musique, la politique, les frontières et même les critiques politiques, mais surtout toute la diaspora d'Amérique latine pouvait regarder le show avec une vraie fierté, une émotion, tranquille dans son salon, sans avoir peur que la ICE débarque dans leur appartement. Évidemment, il y a des gens qui ont, par pureté militante, un peu voulu titiller quelques détails dans tout ça, notamment la présence de Lady Gaga, qui d'après certains serait ultra sioniste. Alors désolé, j'ai vérifié, elle a jamais déclaré ça. On peut en revanche dire qu'elle a entretenu des relations professionnelles avec Israël en se produisant en concert à Tel Aviv, mais qui est quand même différent d'un positionnement politique revendiqué. Et moi justement, je trouve que ce qui a pas trop été abordé, c'est plutôt la critique au travers de l'angle capitaliste. Si on reprend ma réflexion tout à l'heure sur l'engagement, en regardant le show du Super Bowl, même si je suis content et je me dis ça y est, il a enfin mis Puerto Rico au centre du monde, le truc c'est que il l'a fait dans le système, dans un système sponsorisé par Levi's, par Adidas, par Apple Music. Donc je reviens à ma question tout à l'heure, c'est quoi la limite quand tu critiques un système à l'intérieur du système? Si on pousse la réflexion un peu plus loin, je lisais Guy Debord et son livre La Société du spectacle l'autre jour, et d'après lui, on est obligé d'accepter un truc un peu moins confortable par rapport à ça, c'est que dans une société où tout devient image, même la contestation finit par devenir un décor. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle circule de partout. Elle est filmée, partagée, monétisée, remixée. Et en fait, à partir du moment où elle génère de l'attention, forcément, elle génère de la valeur. Et le capitalisme, lui, il veut que la valeur, il s'en fout un peu de la morale. Bad Bunny parle d'identité, de colonisation, de mémoire collective, il affiche une esthétique ancrée, il prend position contre certaines politiques, et tout ça passe aussi par des circuits ultra structurés, plateformes mondiales, médias internationaux, partenariats avec des multinationales comme Adidas, présence sur des plus grandes scènes de divertissement comme le Super Bowl, Apple Music qui signe le titre du spectacle. Donc on n'est pas face à un artiste qui casse la machine, mais plutôt quelqu'un qui comprend parfaitement comment elle fonctionne, qui sait l'utiliser, parce que Bad Bunny, on l'a vu au début de la vidéo, c'est un enfant de cette industrie. Et ça veut pas dire qu'il trahit ou quoi que ce soit, ça veut dire que sa contestation, elle est compatible avec le marché, et je pense que c'est important de le préciser, parce qu'une critique qui fait vendre, le système ne la combat pas, il va vouloir la sponsoriser, et certains voient ça comme un moindre mal, parce que faut le dire, il a mis la lumière sur Puerto Rico et l'Amérique latine comme jamais, mais ma critique elle est plutôt à charge pour les marques et les circuits qui essayent totalement de faire du washing, et donc de capitaliser sur des sujets archi profonds et presque ancestraux. C'est un peu comme la notion de rainbow capitalisme dont on parle souvent, qui consiste pour les marques à arborer des drapeaux arc-en-ciel pendant la Pride, histoire de faire joli et de faire un peu de signalement de vertu, alors qu'on sait très bien que c'est pour augmenter les ventes, tout en produisant des vêtements à moindre coût dans des pays où l'homosexualité est criminalisée. Malheureusement, si on s'en tient à la musique, quand on regarde ceux qui sortent vraiment de ces circuits-là, de ces cadres, ça devient beaucoup plus dur. Des artistes latinos qui ont refusé les majors, qui attaquent frontalement les multinationales, qui refusent toute collaboration commerciale, ils existent. Mais malheureusement, ils remplissent pas des stades mondiaux, leur musique elle circule moins, leur interview ne passe pas sur Vogue, et forcément leur impact est amoindri. Au Chili, en Argentine, en Colombie, des collectifs musicaux anarchistes ont accompagné des mouvements sociaux avec des textes beaucoup plus directs, parfois contre les gouvernements en place, parfois contre les structures économiques elles-mêmes. Et résultat, moins de visibilité, parfois des pressions, voire même de la censure ou pire, la mort. Je pense d'ailleurs à Victor Raja, figure de la Nueva Canción chilienne, proche du gouvernement de Salvador Allende, qui a été arrêté, torturé et assassiné après le coup d'état de 1973 mené par Augusto Pinochet. Victor Jara, si vous voulez, c'est un peu le Georges Brassens chilien. Il envoyait des missiles de fou sur le gouvernement avec sa petite guitare et son tabouret. Je pense que c'est important que ces noms soient cités dans cette vidéo parce qu'il a fallu que des gens comme Victor Jara marchent pour que Bad Bunny puisse courir. Son meurtre a fait de lui le symbole d'un art qui ne se contentait pas d'être esthétique ou viral, mais qui menaçait directement le pouvoir en place. D'ailleurs, même à Puerto Rico, les pionniers underground du reggaeton dans les années 90 se faisaient saisir leurs cassettes par la police parce que la musique était jugée dangereuse, obscène, subversive
négatif, et ça a été le cas d'ailleurs de Daddy Yankee, qui lui aussi a dû fracturer des portes pour Benito. À l'époque, c'était pas encore un produit global et vendeur, donc c'est marginal, et ça a été associé aux quartiers pauvres, à la débauche et tout ça. Donc à ce moment-là, ça intéressait un peu moins le capitalisme. Aujourd'hui, quand l'identité devient un branding puissant, elle peut être radicale dans le discours, tout en restant parfaitement intégrée économiquement. Elle dérange symboliquement, mais elle alimente la machine, ce qui contraste totalement avec le fait que Bad Bunny ait dû à de nombreuses reprises aux USA porter un gilet pare-balles de peur de subir une attaque par un conservateur. Et donc c'est peut-être là la vraie question, donc que la critique reste une esthétique stylisable, partageable en 4K, elle peut occuper les plus grandes scènes du monde, et dès qu'elle vise directement les infrastructures de pouvoir sans passer par le filtre du marché, elle devient périphérique ou marginale. Du coup, la question c'est pas est-ce que Bad Bunny résiste, la question c'est plutôt est-ce qu'on peut encore résister à grande échelle sans être absorbé par le spectacle, et la réponse est moins évidente. Alors voilà, c'était quand même pour apporter un peu de nuance, parce que je trouve qu'on a été très généreux en superlatif, en disant Bad Bunny, waouh, c'est incroyable, il est trop fort, il est divin, en oubliant parfois quand même quelques remises en question, non pas sur son message, mais plutôt sur la manière dont les médias ont traité le sujet et l'ont quand même décorrélé d'autres notions et d'autres critiques très à gauche, qui vont de pair avec ce qu'il a fait, je trouve. Parce que j'ai l'impression que 98% du contenu qui a été fait sur Bad Bunny, c'est soit pour expliquer son ascension méritocratique parce que c'est l'enfant du destin, soit pour énumérer tous ses faits dans un cadre archi-performatif en le décorrélant des réalités un peu coloniales. Il n'en demeure pas moins qu'après toute cette histoire, personne peut encore ignorer Puerto Rico. Et ça, pour les peuples qu'on essaye d'effacer, les pays qu'on essaye d'opprimer, c'est déjà énorme. Et pour une fois, je suis très content que le centre de gravité de la culture se soit un peu désaxé de celui des États-Unis. Vous voyez quand je vous racontais ma vie au début de la vidéo et que je parlais de mon arrière-grand-mère Mima Madeleine. Après sa mort, j'ai compris à quel point j'avais raté des moments qui avaient une valeur que je soupçonnais pas quand j'avais 15 ans et je pensais pas que ces paroles allaient me manquer autant. Puis, en préparant une vidéo sur l'histoire du rail, je suis tombé sur un documentaire d'une Norvégienne du nom de Brita Lendorf. Et cette Brita Lendorf, elle était en Algérie en 1993, bien avant ma naissance, pour faire un documentaire et observer le rail à Oran. Et plus particulièrement, ce qu'on appelle les Meddahet, c'est des groupes de femmes qui chantent et dansent sur des sons traditionnels, souvent en cachette, pour exprimer des trucs un peu tabous. Parce que les années 90 en Algérie, c'est la guerre civile, et tout ce qui s'apparente à ce genre de choses pouvait clairement mettre ta vie en danger, et j'ai toujours trouvé les Meddahet archi stylés, parce qu'elles s'exprimaient malgré la peur et surtout malgré un monde qui voulait les faire taire. Le titre du documentaire de Brita Lendorf, c'est A Little to My God, A Little to My Heart. Et là, c'est bizarre parce que je me suis dit, cette phrase, elle me dit un truc. Et puis je me suis souvenu en souriant que c'était mon arrière-grand-mère, Mima Madeleine, qui disait tout le temps Shouya Rabbi, Shouya Galbi, qu'on pourrait traduire par un peu pour Dieu, un peu pour le cœur. Faire ce qui est juste pour toi, même si personne ne regarde, même si personne ne valide. Et quand j'ai vu l'affiche du documentaire, en fait, c'était elle, Mima Madeleine, mon arrière-grand-mère, au milieu de toutes ces femmes en train de chanter et de danser. Et sa danse, je l'oublierai jamais. Ces histoires, elles sont individuelles, et même si elles sont individuelles, ça raconte surtout l'histoire de peuples entiers, de peuples opprimés, dont les langues ont été interdites, dont les chants ont été réduits au silence, surtout quand c'était des femmes, dont les danses ont été criminalisées, en particulier par des empires comme les États-Unis, qui ont basé leur existence sur le génocide d'autochtones amérindiens, qu'on a soit voulu effacer, soit voulu civiliser. Pourtant, malgré la colonisation, les guerres, la pauvreté, la violence et l'impérialisme, des peuples ont continué de créer. Ils ont continué à chanter, à danser, à transmettre chaque mot, chaque mélodie, chaque geste qui survit. C'était un micro-acte de résistance perpétuelle. Et quand une autorité impérialiste ou religieuse, ce que vous voulez, veut contrôler ou effacer l'art, la musique, le chant, la danse, le cinéma, c'est que c'est souvent parce que c'est un peu là, en vrai, que se cache la vérité. Quand Donald Trump boude comme un gros bébé parce qu'il refuse de voir un portoricain chanter en espagnol, je me dis que c'est plutôt un bon indicateur moral et qu'on est vraiment dans le bon sens. Des artistes comme Bad Bunny avec Debby Tiran Mas Photos prennent ces mémoires, ces luttes, ces instants invisibles et les rendent vivants pour tous, pour les siens, mais même pour les autres. Et d'ailleurs, à Puerto Rico, il y a une figure de la résistance qui porte le nom de José Maldonado Man, qui a consacré sa vie à défendre les droits des travailleurs et des communautés marginalisées par l'impérialisme états-unien à Puerto Rico. Sa lutte pour la justice sociale, souvent ignorée ou minimisée par le système, ça m'a rappelé qu'il n'y aura jamais plus fort que la voix du peuple, surtout
surtout quand elle est portée avec courage et conviction. Et vous savez quoi ? Il y a un biopic qui est en préparation au cinéma sur ce personnage historique, et devinez qui va incarner son rôle à l'écran. Oui, c'est bien Benito. Bad Bunny, malgré les quelques remises en question que j'ai abordées, mérite amplement son statut de héros de sa nation. Mais surtout, il redonne une dignité à tout un continent. Dignité qu'on a trop longtemps piétinée. Ouais, le mot c'est vraiment ça, je crois, dignité. Il a redonné un peu de dignité aux siens, après avoir été biberonné une grande partie de notre vie au soft power états-unien. Pour une fois, on chante pas en anglais. Les gens découvrent des classiques de la musique latine. Et tout ça génère de l'argent qui, en partie, est redistribué aux concernés. J'ai longtemps pensé, presque par réflexe, que l'art n'était qu'un luxe, un moyen de rendre la vie moins monotone. Et aujourd'hui, je comprends en fait que je me trompais. L'art, c'est indispensable. Dans un monde structuré par des lois, des codes sociaux et des récits façonnés par des civilisations qui ont été dominantes comme l'Occident, l'art, c'est un des rares territoires qui échappe encore à ces contraintes. Parce que l'art, il peut pas être entièrement codifié. Il vit dans le souffle, l'émotion, le geste, la note, le mot, dans le chant diphonique des Mongols au sommet de leur montagne, dans le coup de tambour des peuples amérindiens pour appeler la pluie, quand bien même elle vient jamais, dans les carnavals créoles qu'on interdisait dans les Caraïbes coloniales, dans les danses émésires qu'on a voulu effacer à maintes reprises, dans les mélodies des griots d'Afrique de l'Ouest qui transmettent des histoires millénaires. L'art, il peut pas être possédé, quantifié ou réduit à une règle. Quand il touche les cœurs, il échappe à la hiérarchie, au récit imposé, et rappelle que même sous domination, un peuple, une culture, un pays peut exister de façon irréductible aux yeux du monde. Alors désormais, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si vous vous demandez d'où vient ce chanteur qui fait des scores affolants, c'est quoi ce chapeau en paille tourné vers le haut qu'il a sur la tête, si vous vous demandez pourquoi ces champs de canne à sucre à perte de vue, ces chaises en plastique sur lesquelles les enfants parfois s'endorment, les gens qui crient les lolai, le bruit des dominos qui claquent sur la table dans des attroupements de vieux dans les quartiers colorés, et surtout, si vous vous demandez que signifient les initiales P et R quand vous les voyez, personne, mais alors personne, ne pourra dire qu'il savait pas que tout ça, ça vient de Puerto, putain, de Rico. El que está orgulloso de ser de Puerto Rico, ¿cómo? Yo soy de Puerto